Mokaya Bako. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et distingués collègues, après concertation avec mon regroupement politique et au regard des résultats des votes, nous avons constaté que notre bureau n'a pas de femmes. Et si, excusez-moi, et si le vote se poursuit, ce risque-là risque d'être grand. Par ailleurs, je considère que le Maniema, notre province, est déjà quand même un tout petit peu représentée. Un moment. Voilà pourquoi je demande à ce que, en ce qui concerne le poste de rapporteur, ma candidature soit retirée. Elle n'existe plus, je laisse la place à la femme. Congo Avenir. Mokaya Bako. De la presse, distingués invités, permettez-moi, dès l'entame de cette conférence de presse, de rendre d'abord grâce à Dieu, le maître absolu de tout. Et à cette occasion, je tiens à reconnaître publiquement ici que ses œuvres à lui sont toujours parfaites et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Ensuite, je voudrais rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership visionnaire et concret, particulièrement en ce qui concerne la délicate question de la parité des genres. C'est lui, en effet, comme nous le savons, qui est le champion de la masculinité positive, dont nous sommes, nous, tout simplement, des relais, des adeptes. Et dans ces mêmes élans, permettez-moi de saluer la présence dans cette salle de toutes les femmes leaders. Elles sont là présentes. Je voudrais vous saluer de la main. Et on les applaudit. Dont ma propre épouse, ainsi que la présence de tous les hommes, entre guillemets, genrés. Ben, les hommes sont là, ils peuvent applaudir pour elles-mêmes. Qui ont daigné répondre promptement à notre invitation. Je suis convaincu, ensemble, nous conjuguerons désormais au masculin la lutte pour la représentation et la représentativité de la femme
dans toutes les sphères décisionnelles de notre pays. Enfin, souffrez que je rende hommage à chacune et à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs de la presse, pour l'énorme travail que vous abattez chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque nuit, sans relâche, et parfois même au péril de votre propre vie ou de celle de vos proches, afin de véhiculer urbi et orbi, comme on dit, la bonne information. Vous êtes réellement ce quatrième pouvoir qui, bien que non institutionnalisé, constitue le socle par excellence de toute démocratie. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, la présente conférence de presse fait suite à un événement politique insolite et majeur qui venait de se produire dans notre pays, à la grande surprise de tous, lors des élections des membres du bureau définitif du Sénat congolais en date du 12 août dernier. Il s'agit, comme l'a dit Madame, du désistement entre deux tours de ma candidature au poste de rapporteur du Sénat pour, entre guillemets, laisser la place à la femme au sein de notre bureau, alors que j'étais en ballottage favorable, car arrivé en tête de la liste à l'issue du premier tour avec 36 voix contre 29 pour ma poursuivante immédiate. Avant toute chose aussi, je voudrais adresser du haut de cette chaire mes vives et sincères félicitations à chacun des membres du bureau de notre prestigieuse chambre parlementaire. J'ai cité le Sénat, du président de la chambre, en l'occurrence l'honorable Jean-Michel Samalouko de Kienge, dont je salue ici la sagesse, jusqu'au questeur adjoint, en souhaitant à chacun un fructueux mandat à la tête de notre importante institution. J'adresse particulièrement mes félicitations à Madame le rapporteur du Sénat, l'honorable Nefertiti Goudianza, qui aurait dû être avec nous, n'eût été les contraintes de son agenda. Une femme de valeur dont je connais la compétence pour avoir travaillé avec elle précédemment au gouvernement. Et en sa faveur, et je me suis désisté au second tour des élections pour permettre à la femme d'être représentée au sein du bureau du Sénat. Mais depuis lors, je voulais dire depuis cette nuit du lundi 12 août 2024, que des questions et des questionnements de tous ordres dans l'opinion. Comment expliquer un tel désistement de la part d'un acteur politique congolais, j'insiste, congolais? À quel prix ce désistement a-t-il été obtenu? Que lui a-t-on donné ou promis de donner? Un politicien congolais peut-il vraiment renoncer de plein gré à un poste aussi prestigieux et juteux, en l'occurrence l'équivalent d'un ministre d'État?
et par ricochet, renoncer à tous les avantages qui vont avec pour nous rafraîchir la mémoire. C'est les gardes du corps. C'est les cortèges avec lesquels parfois et souvent nous-mêmes autorités, nous bafouons les codes de la route. C'est des rémunérations conséquentes. C'est des frais de fonctionnement. C'est la visibilité politique. C'est des voyages à l'étranger. Comment un politicien congolais peut-il renoncer à tout ça? Voilà les questions qui me sont posées jour et nuit. Face à cette cascade de questions, il m'a paru non seulement opportun, mais aussi utile d'éclairer. Mais j'ai souligné chez moi, une fois pour toutes, ne vous attendez pas à ce que je revienne encore devant vous pour parler de ça. Je vais éclairer votre religion sur les coulisses de ce désistement à travers la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en réponse à toutes ces interrogations, je voudrais vous avouer trois choses. Il semble que quand on dit on va avouer, les gens deviennent plus intéressés. Je voudrais vous avouer trois choses. La première, ce désistement n'a pas été un choix facile à opérer. Comme j'étais arrivé en tête des suffrages à l'issue du premier tour, il n'était pas spontanément compréhensible, ni pour mes partenaires politiques. Là, je pense à mes collègues sénateurs, je pense à mon propre regroupement politique, à ACPG, ni pour mon équipe de campagne dont je vois certains membres dans la salle, qui étaient totalement opposés à mon désistement. Encore moins pour moi-même, de retirer ma candidature entre les deux tours, afin de laisser la place à la femme. Dans la mesure où il s'agissait d'un poste électif et non nominatif, la compétition ayant été ouverte à tous, dans les mêmes conditions, sans distinction des sexes. Deuxième chose que je voudrais vous avouer, ce désistement n'a pas été marchandé à coups d'argent, j'insiste sur ça, ou même contre une promesse quelconque d'argent. C'est non. Ni en échange d'un autre poste, non. Encore moins à la suite d'une instruction politique quelconque, c'est non. Donc, 3 fois non. Si d'aucuns affirment en politique, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de cadeau, je veux dire, je relève cependant, en ce qui me concerne, mon désistement a été inspiré par l'exemple combien instructif, prêché au sommet de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité d'élever pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une dame, en la personne de Mme Judith Suminwa Tuluka, au poste de Premier ministre, incarnant ainsi, mieux que quiconque, le fameux principe de la masculinité positive. Bien entendu, je l'ai fait en toute responsabilité devant Dieu, devant la nation, devant l'histoire. Et comme j'ai eu à le dire dans la salle même, les jours du scrutin, en
en concertation avec mon regroupement politique et non sur instruction ou sur ordre de qui que ce soit. Je souhaite que ça soit très clair à ce sujet. Troisième chose, ce désistement a été un choix opéré en âme et conscience, uniquement dans le but de solutionner un vrai problème qui s'est profilé à l'horizon. En effet, après avoir entendu les conseils des uns et des autres, et il y en avait par tonnes, les conseils des uns et des autres allant dans tous les sens, et tenant compte du fait que la femme avait déjà été littéralement éliminée de la course électorale au niveau de tous les autres postes du bureau, j'ai résolu, en âme et conscience, d'éviter à notre pays le risque d'afficher un bureau totalement masculin pour une institution aussi prestigieuse que le Sénat. Par ailleurs, j'avais réalisé que même dans l'hypothèse où j'ai gagné ces élections au second tour, j'aurais obtenu le poste de rapporteur pour moi-même. Mais en bafouant gravement la cause de la femme, alors que cette cause est superbement une cause d'intérêt général. J'ai donc fait, mesdames et messieurs de la presse, le choix de s'aimer les postes de rapporteur du Sénat pour faire gagner la femme et de facto gagner avec elle. Selon qu'il est écrit, je cite, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu les retrouveras. » Fin de citation. Ceux qui connaissent la Bible peuvent aller chercher la référence. J'ai donc décidé, mesdames et messieurs, d'être l'allié inconditionnel et indéfectible de la femme dans toute la pluralité de sa noble lutte. Une lutte qui nous concerne tous. Une lutte qui devrait se conjuguer avant toute chose au masculin. Ça ne doit pas être l'affaire des femmes seules. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, eu égard à tout ce qui précède, il est évident que l'acte de désistement que j'ai posé en âme et conscience est un acte d'effacement personnel au profit non pas d'une femme, mais plutôt d'une cause nationale et même mondiale. La cause de la femme dont nous devons tous porter résolument le combat. D'ailleurs, nous devions nous engager plus acharnement dans ces combats en mettant en place des mécanismes plus contraignants et plus efficients afin de garantir la représentation et la représentativité de la femme à tous les niveaux de responsabilité. Dans les cas contraires, et là j'aimerais parler comme une maman, dans les cas contraires, comment pourrions-nous pleinement bénéficier d'énormes talents et compétences dont regorgent les femmes? Je pensais que j'allais être applaudi par les mamans. En effet, à travers les choix que j'ai opérés, j'ai tenu à manifester un engagement indéfectible en faveur de l'équité des sexes, en particulier dans le domaine de la représentation politique des femmes.
car la sous-représentation des femmes au sein des institutions politiques constitue une problématique structurelle majeure dans notre pays. Elle nécessite des interventions concrètes et un soutien constant pour rétablir l'équilibre démocratique. Surtout que la femme représente en proportion près de 51% de notre population. En me retirant de la course, j'ai voulu réaffirmer que l'intégration pleine et entière des femmes dans nos instances décisionnelles devrait désormais être érigée en priorité absolue. Puisque là, j'ai parlé à la presse. Et je voudrais parler, si vous permettez, aux femmes leaders qui sont présentes dans cette salle. Mesdames les femmes leaders, cette décision que j'ai prise traduit ma solidarité profonde envers votre élite, consistant à faire accéder la femme à une représentation effective au sein des sphères du pouvoir. Dans le cadre de notre démocratie, la légitimité des institutions repose sur leur capacité à refléter la diversité de la société. Sans une représentativité réelle, la démocratie est fragilisée, car elle ne pourrait plus assurer ni l'inclusivité véritable, ni la pluralité des idées, alors que ces deux principes sont indispensables à notre vitalité démocratique. Je suis donc totalement d'accord avec vous que l'inclusion des femmes dans la gouvernance n'est pas seulement une exigence morale, mais aussi une exigence d'équité démocratique envers un genre qui représente un peu plus de la moitié des humains. Elle est une condition essentielle pour assurer la légitimité et la stabilité de nos institutions. C'est pourquoi j'affirme que la représentativité en tant que principe fondamental doit être la norme, car la représentation n'est légitime que par la représentativité. Je voudrais vous avouer ici que dans cette lutte que vous menez, je serai désormais votre allié inconditionnel. Mesdames, Messieurs de la presse, je reviens à vous, distingués invités, avant de terminer ces propos. Il est donc évident que la cause de la femme devrait, à nos yeux, être considérée comme plus importante que nos intérêts personnels. J'ajoute qu'en tant qu'acteur politique, notre premier devoir est de servir les intérêts de la nation, qui repose sur une démocratie véritablement représentative. Plus spécifiquement, comme j'ai parlé aux femmes leaders, je voudrais m'adresser aux hommes leaders. Plus spécifiquement, notre responsabilité en tant que genre masculin, représentant la majorité des acteurs institutionnels aujourd'hui dans notre pays. Cette responsabilité, disais-je, est d'autant plus décuplée aujourd'hui, dans la mesure où, en étant majoritaire dans les institutions, c'est à nous, les hommes, à nous, qu'il incombe d'actionner les différents leviers du véritable changement dans ce domaine. Parce que nous pouvons avoir la majorité des votes. Mais attention, attention,
Cela n'est concevable que dans le cadre d'une intelligence et d'une compréhension renouvelée de la notion d'une charge publique, que nous devons cesser désormais de considérer comme le point d'arrivée à la jouissance des privilèges et honneurs de tout genre. En effet, c'est lorsque l'on est obnubilé par ce genre de considérations que l'on ne peut plus regarder avec hauteur l'accès à une charge publique. Au point que lorsqu'une personne accède à une charge publique d'un certain niveau, des festivités somptueuses sont organisées à partir de Kinshasa, la capitale du pays, jusqu'au village natal de la personne, pour célébrer la saison des jouissances qui commence dans sa vie. C'est pour cette raison que l'on cherche absolument à comprendre le pourquoi du comment se fait-il qu'un politicien puisse renoncer de plein gré à la jouissance de tous les privilèges qu'offre l'accès à un poste de responsabilité publique. Pourtant, il s'agit d'accéder à une charge publique, c'est-à-dire une responsabilité au service de ses concitoyens dont il faut répondre aux besoins. C'est comparable à un soldat qui, appelé à se rendre au front, se permet attention. Et que j'apprenais que l'un de mes ministres s'est livré à des festivités inconsidérées à l'occasion de sa nomination. Je lui demanderai immédiatement sa démission ou alors je demanderai sa révocation pure et simple auprès du chef de l'État. En revanche, si je devais célébrer quelque chose, ce serait à la fin de mon mandat et uniquement si des réalisations concrètes ont été effectuées pour la population. Ce serait alors à la manière de ces soldats revenant victorieux du front ou d'un athlète ramenant la coupe au pays après un défi âprement disputé. Le vrai travail s'est fait durant le mandat et la célébration ne peut être que la conséquence de cet effort. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, nous devons donc changer radicalement notre compréhension de la charge publique et intérioriser davantage la notion de service public dont les acteurs sont des serviteurs plutôt que des maîtres ou des jouisseurs de privilèges, selon qu'il est écrit, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Fin de citation. Nous sommes avant tout des serviteurs de la nation. Par ailleurs, les Saintes Écritures ne nous enseignent-elles pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Ce ne sont pas des principes sans contenu. Je voudrais vous assurer qu'effectivement, personnellement, j'ai eu plus de bonheur lorsque, par exemple, en tant que ministre des Transports et Voies de Communication, j'ai eu à donner, entre guillemets, avec l'appui de toute l'équipe gouvernementale de l'époque, toute mon énergie pour doter la nation congolaise, notamment des bus de Transco, des bus Esprit de Vie, avec alignement des passagers lors de l'embarquement, d'ailleurs jusqu'à ce jour. Des avions de Congo Airways, les bateaux ITB Kokolo, les convois Gungu, l'aéroport modulaire de Kinshasa,
les 2 nouvelles tours de contrôle des aéroports de Kinshasa et Lubumbashi, les pistes rénovées de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, des locomotives à la SNCC, à la SCTP, toute la cellule des corridors de transport, ou encore comme ministre des classes moyennes et PMA, j'ai donné, entre guillemets, toute mon énergie pour mettre en application la loi sur la sous-traitance dans notre pays, en relançant ce qu'on appelle l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en créant les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, sans oublier l'octroi de subventions financières à des entrepreneurs congolais, dont la majorité encore des femmes, dans le cadre de ces fameux programmes qu'on a appelés PADMPM. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, pour chuter, je voudrais vous avouer une chose. C'était très exaltant de faire tout ça. Mais aujourd'hui, bien que j'ai été félicité dans les temps, voire célébré dans l'opinion publique pour la mise en œuvre de tous ces projets que je viens d'énumérer, aujourd'hui, je tiens à vous assurer que jamais, mais alors jamais, je n'ai reçu autant de messages de félicitations que lors de mon désistement du poste de rapporteur. Jamais reçu autant de messages de félicitations comme à l'occasion de ce désistement du poste de rapporteur en faveur d'une femme. Ce geste a été largement salué au niveau national, au niveau international. Non pas, attention, non pas parce que la femme aurait besoin d'une aide, non, mais parce qu'elle mérite pleinement cette reconnaissance et cette place légitime au sein de nos institutions. En agissant de la sorte, j'ai voulu réaffirmer que la valorisation des compétences et du rôle des femmes ne doit pas être perçue comme une faveur, mais comme une juste reconnaissance de leur mérite et de leur contribution essentielle à la société. J'ai donc eu plus de bonheur à laisser non seulement la place à la femme au bureau du Sénat, mais aussi à donner la joie à mes collègues sénatrices, dont je salue par ailleurs les sages conseils, plus que si j'avais, moi, obtenu ou reçu les postes de rapporteur. J'en conviens, cet acte qui ne peut avoir de prix sera assurément valorisé. Et je proclame et déclare que ça sera au centuple par les très hauts, qui rend à chacun selon ses œuvres, dans une échéance et de la manière dont il détient lui seul le secret. Ne nourrissant pour ma part aucune attente, je bénirai le Seigneur dans tous les cas de figure. Que cette valorisation se concrétise ou ne se concrétise pas, je rendrai toujours grâce au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les maîtres des horloges, les maîtres des événements. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués et invités, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions, en m'excusant d'avoir été long, parce qu'il fallait vous donner les coulisses de ces systèmes. Rachel Kitty à la 30. Alors, deux petites questions. Tout le monde a vu ce geste, du moins la communauté nationale et même internationale, puisque le vote s'est déroulé, on va dire, en direct à la télévision. Mais pourquoi vraiment avoir tenu à faire cette conférence de presse? Certains auront l'impression que vous en souffrez un tout petit peu et que vous voulez vraiment que ça soit
remis encore en surface parce que vous attendez quoi à la fin, après avoir posé ce geste que moi-même, personnellement, je savais aussi à votre place, je ne ferai pas comme vous. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, de la part de la République et de la part de dirigeants du pays, notamment du président de la République? Là aussi, qui essaie de réfléchir, qui trouve des raisons qui ne sont pas fondées, qui n'en sont pas une. Et donc, il était question pour moi de venir éclairer, encore je l'ai dit, une fois pour toutes, la religion des uns et des autres. Comme ça, je vais avoir moins de questions chaque fois que je vais aller dans un lieu public. Au moins, j'aurai communiqué sur les coulisses que tout le monde n'a pas vues. Et je pense que, ayant compris davantage le contexte dans lequel tout cela s'est produit, vous allez vous poser moins de questions. Vous serez aussi à même de répondre plus adéquatement à des questions qui sont posées par-ci, par-là. Donc, cette conférence de presse ne traduit aucunement une souffrance quelconque. D'ailleurs, même quand j'ai désisté, j'étais tout souriant, si vous aviez fait attention. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai dit tout ça dans mon texte. Et je suis d'autant plus fier aujourd'hui que c'est un acte qui s'inscrit dans l'histoire. Et pour peser les choses, je viens de vous le dire, jamais je n'ai eu autant de messages de félicitations. Je suis donc un homme très heureux. Alors, qu'attendez-vous de la République? Alors, déjà, ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en âme et conscience. Pas par calcul politique ou politicien, non. Je l'ai fait parce qu'il fallait solutionner un problème qui s'est profilé à l'horizon. Comme vous l'avez suivi, il n'y avait plus de femmes sur la liste en course vers le poste du bureau définitif. Il n'y avait plus de femmes. Toutes les femmes avaient déjà été éliminées. Face à cela, devrais-je persister à compétir, pas contre une femme, mais contre la cause de la femme? Non, moi je suis déjà satisfait d'avoir rendu ces services. C'est pour ça que je vous dis, la valorisation de cet acte, sous quelque forme que ce soit, ben, ça peut venir, ça sera bienvenu, ça peut ne pas venir, mais moi je suis déjà heureux. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, et je l'ai mentionné dans mon texte, je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente. Je sais que c'est un acte qui a certainement plu à tout le monde. C'est un acte qui a plu au chef de l'État. C'est un acte qui a plu au président du Sénat. C'est un acte qui a plu à mes collègues sénateurs. C'est un acte qui vous plaît. Et donc, je suis déjà content. Voilà. Alors, Madame Julie Sefou de Bio, vous n'avez pas eu autant de félicitations par rapport à ces deux systèmes. Comme sénateur, quel serait votre combat pour l'avenir? Alors, moi, je note tout simplement, et là, j'ai porté à mon épaule un fusil. Mais je ne vais pas aller dans ces combats seul. Je viens me ranger aux côtés des troupes déjà, de toutes ces femmes leaders qui sont dans ces combats depuis des années. Et je voudrais engager aussi le genre masculin dans ces combats. Il faudrait qu'un jour, on ait à vivre un contraste dans ce pays où on pourra voir un ministre homme chargé du genre. Ça peut être bien. Il ne faut pas croire que l'affaire des gens, c'est une affaire des femmes. C'est un combat que nous devons mener ensemble. La femme représente plus de 51% de la population. Il y a une équité démocratique qu'il faut aller rechercher en termes de représentation dans les institutions.
Et comme je l'ai dit, attention, la représentation elle seule ne suffit pas. Il faut que la représentativité soit au rendez-vous. La nuance, c'est quoi? La représentation, ça peut être comme une figuration physique. Mais la représentativité, il faut la rechercher dans l'efficacité de ce que la femme fait, dans sa compétence, dans sa façon d'être, ce qu'on peut appeler les porte-voix de son domaine, des problèmes spécifiques des femmes et des problèmes de la société. C'est là qu'il faut rechercher la représentativité. Et donc, j'ai été dans des considérations philosophiques. Maintenant, je vais atterrir. Vous savez que tout dans un État est fonction des lois. En l'espèce, s'il y a quelque chose qui doit changer dans nos textes, au niveau de la Constitution, au niveau des lois organiques et d'autres types de lois, mais ça commence où? Ça peut commencer par les gouvernements si c'est des projets de loi, mais ça peut commencer par les élus en termes de propositions de loi. Et parce que je suis sénateur, je peux actionner ces mécanismes en concertation avec toutes les femmes qui se battent déjà pour ces causes-là. Donc, je suis mieux placé pour mener ces combats avec les autres femmes qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au Sénat, et les femmes qui sont des leaders d'opinion. Parce que si on doit réformer une loi, il faut qu'il y ait du contenu. Et ce contenu va nous être donné par ces femmes qui vivent au jour le jour, peut-être des frustrations au niveau de leur travail ou je ne sais à quel niveau, pour que nous puissions relayer ça à un niveau plus élevé. Rafraîchir un peu. Il y a une pause café là derrière. Je crois que vous pouvez aller vous servir. Alors, comme je l'ai dit dans mon propos de tout à l'heure, il s'est produit un événement qui est majeur. Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que cela s'est produit dans notre pays, à la suite d'une élection, et que la personne qui vient en tête des suffrages au premier tour puisse retirer sa candidature au profit de sa poursuivante. Mais cela ne s'est pas passé facilement. Il y a eu évidemment des pressions dans les deux sens, parce que nous sommes une famille politique, il y a des intérêts politiques, mais au-dessus de tous les intérêts politiques, il y a l'intérêt national. Et c'est pour ça que nous, en âme et conscience, nous avons levé l'option de laisser la place à l'intérêt national. Et je pense que, comme je l'ai dit, nous avons, entre guillemets, un prédicateur de cette fameuse masculinité positive qui est le chef de l'État, qui a posé des actes concrets en nommant une femme comme Premier ministre. Et nous sommes dans sa suite. Nous disons, il faut qu'au niveau institutionnel, on apprenne à laisser la place à la femme. Non pas parce que la femme ne mérite pas, non pas parce qu'elle n'a pas de compétences. Si elle a les compétences, elle a le mérite. Mais nous devons apprendre à laisser les projecteurs éclairer les compétences des femmes pour qu'elles nous montrent de quoi elles sont capables. Et pour moi, ça aurait fait une honte d'avoir un bureau du Sénat qui est une institution des sages sans femmes. Ça aurait été une honte. Et là, je voudrais vraiment humblement remercier tous les collègues sénateurs, hommes et femmes, et particulièrement le président même du Sénat, pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés à ce sujet. Et ça m'a permis, de manière tout à fait libre, de lever cette option et de m'effacer. Sous pression? Non, je vous dis de manière tout à fait libre, en âme et conscience. Je l'ai fait après concertation avec mon regroupement, et même au sein du regroupement, les voix étaient divisées. C'est normal, c'est des intérêts politiques. Mais à la fin, il y a une personne qui doit décider. Moi, j'ai décidé de retirer ma candidature.
Quelles sont les qualités et les compétences que vous avez trouvées pour la sénatrice qui fait que vous puissiez résister ensemble? Mais d'abord, j'avais travaillé avec elle au gouvernement. Le gouvernement Matata, je pense. Elle était ministre du Commerce. Moi, j'étais ministre des Transports et Voies de Communication. Je la connaissais déjà. Après, mais elle a été aussi rapporteure de la commission chargée du règlement intérieur dans cette même mandature. Elle a travaillé avec compétence. Et pour moi, c'était suffisant. Et je pense qu'elle est vraiment capable et compétente. Elle va faire le travail. Vous attendez quoi de la nation, de la République, du Sénat? Je vous l'ai dit que moi, je n'ai pas une attente particulière. J'ai fait ma part. Maintenant, s'il y a une valorisation qui vient, elle sera la bienvenue. Moi, je n'ai pas d'attente particulière. C'est déjà valorisé suffisamment par tous ces messages de félicitations qu'ils y reçoivent. C'est déjà valorisé suffisamment par cette mobilisation au niveau des femmes. C'est déjà valorisé suffisamment au niveau international parce que j'ai déjà des invitations de plusieurs organismes au niveau international. Parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, peut-être pas seulement au Congo, mais je pense qu'ailleurs aussi, en Europe, ce n'est pas évident. Parce que la course électorale, elle est ouverte. Ce n'est pas une nomination. Donc aujourd'hui, tous les esprits sensibles voient qu'il s'est produit quelque chose de prodigieux au Congo. Et donc c'est déjà une valorisation. Si je suis devant vous aujourd'hui, j'ai fait l'objet de curiosité. Partout où je passe, les gens me demandent comment ça se fait. Est-ce qu'un politicien congolais peut faire ça? Bien sûr, un politicien congolais peut faire ça et je l'ai fait. Ouais.